Bien, je laisse la parole pour lancer ces signaux 2019 à, non pas Didier Roux, mais Mathieu Azoard, conseiller régional. Merci Laurent-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Je n'aurai pas la prétention de prendre la place de Didier Roux, que je salue en tant que président d'Unitec. Je salue également ma collègue conseillère régionale, Anne-Laure Bedu, qui est conseillère régionale en charge de l'innovation et qui siège au sein d'Unitec à mes côtés pour représenter la région. Je salue également Mathieu Rouvert, qui est le vice-président du conseil départemental de la Gironde en charge du numérique. Je vous salue évidemment toutes et tous. Juste quelques mots pour lancer ces signaux, puisque Alain Rousset conclura tout à l'heure. Il n'y a pas mieux que lui pour représenter le conseil régional. Moi, c'était simplement pour vous dire que c'est toujours un élément et un moment important que d'être présent. C'est ce que nous évoquions en aparté avec Mathieu et Anne-Laure, parce que vous allez avoir deux showmen qui vont nous présenter ensuite l'actualité, tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur le numérique. Quand je dis deux showmen, je vais citer Laurent-Pierre Gilliard et Alexandre Bertin, qui ont la responsabilité de cette veille au sein d'Unitec, et c'était toujours un élément important. Pourquoi je dis ça? Parce que on peut venir aux signaux, d'abord pour rencontrer un certain nombre de startups. Beaucoup d'entre vous l'ont fait jusqu'à présent. Ces moments de networking et de rencontres sont des éléments importants pour le développement des startups. Et puis, vous pouvez aussi venir pour prendre la matière, savoir un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'évolution de notre société, dans cette évolution, cette course effrénée à la numérisation. Et puis c'est aussi important pour nous en tant que décideurs publics, en tant que collectivité qui accompagnons le développement économique, puisque c'est aujourd'hui une des compétences principales du Conseil régional d'accompagner le développement économique et d'apporter un soutien au développement des entreprises. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, puisque j'ai eu un peu vent des grandes thématiques, c'est aujourd'hui des réflexions qui nous transcendent. La question, et j'en dirais juste deux, trois mots, de l'évolution entre sport et numérique. Une dernière note de veille a été réalisée. Didier ou Stéphane Rochon tout à l'heure ont évoqué un colloque que nous allons organiser le 2 juillet prochain. Comment aujourd'hui le numérique permet d'améliorer la performance sportive, comment il permet à un monde sportif de pouvoir améliorer la relation à ses utilisateurs, aux praticiens, comment nous faisons en sorte que le monde du handisport peut se développer dans un univers numérisé grâce à un certain nombre de nouvelles solutions. Je cite sport et numérique, mais on pourrait évoquer la question du biomimétisme, la question de l'éthique aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Pourquoi je cite ces choses ou ces sujets très précisément? C'est parce que nous sommes en train d'asseoir un certain nombre de réflexions qui vont derrière conduire une action, des dispositifs très précis d'intervention du Conseil régional. Et j'ai souvent l'occasion aussi de rappeler ça. Nous accompagnons du développement d'entreprises, mais évidemment, il est de notre responsabilité de regarder quel développement nous accompagnons. Je prends un exemple, puisqu'il va être question d'e-sport tout à l'heure. Aujourd'hui, la question de l'e-sport, la question de sa place, la question de son développement, nous questionne dans notre capacité, notre souhait, notre volonté d'intervenir, de soutenir le monde de l'e-sport. Mais vous comprendrez bien que soutenir le monde de l'e-sport peut nous conduire à fixer un certain nombre de limites. Faut-il accompagner le développement de jeux vidéo dont l'objectif premier est de tuer massivement son prochain? Je pose une question, mais peut-être que poser la question est déjà y répondre. Simplement, aujourd'hui, et je pense qu'il y a un élément important qui a été, pour ceux qui étaient là dans l'AG de l'Assemblée Générale, a été présenté tout à l'heure, c'est aussi la pyramide du nombre de salariés qui existent aujourd'hui dans les entreprises et singulièrement celle du numérique. Un des enjeux
que nous avons, que nous devons relever en Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi la réindustrialisation. La réindustrialisation, elle passe aussi par le fait que nous fassions grossir, migrer, faire en sorte qu'un certain nombre d'entreprises du numérique passent des caps fatidiques de 10, 20, 30, 50 et 100 salariés. Je sais que nous sommes tous attelés à cette tâche, mais si nous réussissons cet exercice en Nouvelle-Aquitaine, nous permettrons de faire savoir, de montrer que le numérique, alors même que depuis 2 ans, on regarde et on observe une évolution importante en Nouvelle-Aquitaine, il y a vraiment sa place et est une technologie diffusante qui va permettre aussi de remplir ce défi majeur, et je pense qu'Alain Rousset interviendra là-dessus tout à l'heure, qui est la question de l'emploi et de la question de l'industrialisation ou de la réindustrialisation de notre belle région. En tout cas, aujourd'hui, nous allons entendre pendant, je dirais, une heure ou 1 heure et demie, la place que représente aujourd'hui le numérique dans le monde. Et je vous remercie d'être là pour cette conférence et j'espère que vous allez pouvoir en profiter pleinement. Merci à vous. Merci Mathieu. Alors, est-ce que ça marche? Oui, c'est parti. Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette 11e édition des signaux. Comme chaque année, quand on travaille sur les signaux, on s'ingurgite une quantité avant l'édition de rapports de cabinets spécialisés en prospective. Et cette année, le constat, c'est la première fois que ça nous arrive, on a eu franchement l'impression de relire ce qu'on avait lu en 2018, il y a 1 an. C'était à peu près les mêmes tendances qui remontaient. Alors, ça s'illustre notamment sur le dernier CES à Las Vegas. Ça, c'est ce qu'on avait présenté l'année dernière, la société Royol qui présentait la sortie d'écrans ultra souples, ce qu'on voit en haut à gauche. Et cette année, sur son stand, elle présentait son écran plaqué sur un sac à main, plaqué sur un chapeau, plaqué sur un écran, un ordinateur qui se plie et qui marche pas super bien. Donc ça illustre un petit peu cette espèce de piétinement un peu qu'on a constaté sur l'édition de cette année. Alors cette année, du coup, on s'est dit, il y a 3 ans, le maître mot de ce qu'on avait vu sur les tendances, c'était accélération. Cette année, c'est plutôt stagnation au niveau des technos qui arrivent, dans un contexte de défiance vis-à-vis de la technologie assez généralisé. Donc un peu une édition sur le signe du Xanax. Et je vous remercie d'être venus, je vous dis à l'année prochaine. Alors, on a quand même quelques trucs qu'on a réussi à sortir. On va commencer par un peu une phase de mise en contexte avec 3 thématiques qui reviennent assez régulièrement. Alors, la première, elle découle un peu de ce que je viens de dire, c'est qu'on est dans un trop-plein de techno. La techno, c'est bien, trop de techno, ça peut être trop. L'exemple, c'est Amazon qui fait des enceintes connectées, des serrures connectées, des prises connectées, des micro-ondes et des cafetières connectées. Tout ce qu'Amazon peut connecter, Amazon est en train de le connecter. Deuxième tendance qui est un peu plus intéressante, l'année dernière, on avait constaté que des produits qui sortaient initialement pour le grand public ne trouvaient pas leur marché et finalement trouvaient leur marché réel auprès du secteur professionnel. Là, on voit la boucle qui se ferme par de l'intégration, de la miniaturisation. On voit des produits qui sont sortis pour du professionnel qui reviennent sur le monde du grand public. Exemple, c'est GPS ultra petit. La main est très grosse à l'écran, mais le GPS est très petit, qui vous permet d'accrocher ça au collier de votre chien et puis de suivre le voyage de Médor une fois qu'il s'est échappé. Alors, on le retrouve également sur des caméras où maintenant le mât qui tient la caméra est plus gros que la caméra, où on va avoir de l'intégration de tout ce qui traînait en technologie qui permet d'avoir cadrage du visage, reconnaissance des émotions, suivi des mouvements et qui vous permet de tenir à merveille votre blog Barbie et son poney. Énormément de choses au niveau des drones. Airbus qui sort son taxi drone sans pilote. C'est les courageux. Et Dubaï qui est en train d'équiper sa police de motodrones
Ça, franchement, il faut suivre parce que ça va promettre, une fois que les voleurs seront équipés, des trucs assez sympas à Dubaï. Et alors, rapidement, ça va tomber sur, on va virer dans le téléachat plutôt que dans la technologie, puisque vous allez pouvoir, là c'était sur ce qui était présenté sur le dernier CES Las Vegas, transformer votre smartphone en arc virtuel, votre yaourtière individuelle et connectée, le bento connecté pour vos enfants pour qu'ils puissent passer également leur repas devant un écran, le slip français Spartan qui, lui, vous protège des ondes nocives. Alors on a mis ça, pas histoire de mettre un slip à l'écran, mais sur 2 dernières éditions du CES Las Vegas, ça a obtenu un grand prix du CES. Donc voilà, donc on tombe par moments un peu dans le gadget et on finit par ces excellents cybershoes qui vous permettent de vivre totalement immergé depuis votre studio avec un look des plus glamour qui plaira au minimum à votre chat. Deuxième contexte, l'Asie. Très clairement, il y a une grosse différence de la perception réelle de ce qu'est l'Asie aujourd'hui au niveau techno quand on vit en Europe et très probablement aux États-Unis. Alors sur cette slide extrêmement trop chargée, ça nous dit que cette année, l'Asie va voir apparaître sa première décacorne. Donc unicorne, licorne en français, c'est une start-up avec une valorisation d'1 milliard de dollars. Une décacorne, c'est une valorisation de 10 milliards de dollars. Donc première décacorne asiatique, arrivée des premières licornes qui seront arrivées à 1 milliard de dollars en moins de 3 ans. Et puis une liste de start-up qui sont toutes des licornes, Lazada, Grab, Traveloka, qui sont des noms quasiment totalement inconnus chez nous et qui sont des start-up, donc des licornes asiatiques, qui sont nées en Malaisie, en Indonésie ou à Singapour. Ça passe également par une information qui n'est pas toujours neutre. Au niveau de la communication, on a pris l'exemple entre Amazon et Alibaba. Le chiffre d'affaires d'Amazon s'affiche supérieur à celui d'Alibaba. C'est un jeu d'écriture. Je vous passe, mais on pourrait le détailler. Mais dans la réalité, si on compare réellement les marges, le vrai chiffre d'affaires par Alibaba et Amazon, Alibaba est au-dessus d'Amazon. Et puis, ça passe par une totale différence sur l'état d'esprit entre l'Europe et l'Asie. On a pris l'exemple de l'avion, avec la honte de prendre l'avion qui est né en Suède et qui se diffuse en Europe. Et à droite, vous avez quelques chiffres sur l'aviation en Asie, avec l'explosion du nombre de voyageurs. S'il n'y a qu'un chiffre à retenir, c'est ce qui est marqué en bas. En 2036, il y aura 550 millions de passagers supplémentaires par an en Europe qui viendront très majoritairement d'Asie. Donc des problématiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et pour finir, une chronique qui a été faite par un expert belge qui travaille en Asie, qui en 2 pages va expliquer, sur la première page, il va lister tous les secteurs technologiques et d'innovation dans lesquels l'Asie, en particulier la Chine, sont en tête. Ça balaye très large au niveau techno, génomique, etc. Et dans la deuxième page, il va expliquer comment ça va servir à ces pays de levier d'influence, notamment auprès de certains pays européens, voilà, pour pousser leur économie. Et il fait un petit rappel intéressant. En Chine, la quasi-totalité des leaders politiques dans le gouvernement chinois sont tous de formation ingénieurs, scientifiques, technologiques, contrairement à bon nombre dans nos pays. Troisième contexte, la santé. Clairement, un gros boom au niveau de la santé, comme le rappelle l'excellent rapport d'Olivier Ezrati sur sa virée au CES de Las Vegas, 470 pages à ingurgiter, merci à lui. Bon nombre de startups qui exposaient à Las Vegas étaient sur ces secteurs du bien-être, de la santé, sur ce type de sujet. Alors encore un exemple avec Amazon, qui achète massivement des acteurs de la santé, comme une des plus grosses pharmacies en ligne, PillPack.
Alors c'est assez marrant de voir que ça c'est leur publicité, c'est leur page d'accueil, et le premier produit qui est acheté c'est du Levothyrox. Je ne suis pas certain que ça serait la même chose en France. Et un constat également, quand on regarde ce qui se dit côté États-Unis, Europe, Japon, par rapport à ce qui se dit côté asiatique, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes problématiques. On voit clairement que d'un côté, il y a des sociétés vieillissantes qui s'occupent du vieillissement de la population et de la santé, d'autres, de l'autre côté asiatique, il y a des préoccupations évidemment au niveau de la santé, mais c'est moins en toute première ligne. Alors ce sujet, ce n'est pas fait pour nous déplaire en local, puisque que ce soit nos amis de Digital Aquitaine avec le domaine d'excellence TIC Santé, ou au niveau d'Unitech, où le nombre de startups qui sont sur ce secteur, c'est le plus gros contingent, tout secteur confondu, dans les entreprises qu'on accompagne. C'est plus de 60 startups qui sont nées sur ce secteur-là. Donc c'est très bien pour le secteur. On va aborder le premier signal qu'on a traité avec, je passe la zapette. Merci beaucoup. Alexandre. Bonsoir, merci Laurent-Pierre. Alors, si je réalisais ce soir un petit sondage auprès du public, je suis persuadé que la majorité d'entre vous utilisent soit une application sur smartphone, soit un bracelet connecté, soit une montre connectée. Et en fait, tout ceci n'a rien de surprenant puisque maintenant, depuis 10 ans, on constate l'explosion de l'équipement des sportifs amateurs avec toutes ces technologies miniaturisées et intelligentes et communicantes pour relever les performances et les pratiques sportives. Alors, ce phénomène-là, qu'on appelle le Quantified Self, en fait, résulte de la concomitance de 3 autres phénomènes qui sont tout d'abord la croyance de plus en plus forte dans la statistique et son corollaire, ce qu'on a appelé l'économie de la notation, l'économie de l'évaluation. Donc on va donner des notes et donner des bons points aux uns et aux autres, et donc sur soi-même également. Deuxième phénomène, c'est l'explosion de la production, de la collecte et de l'analyse des données, qu'on appelle le big data. Et enfin, troisième sous-phénomène qui participe de tout cela, c'est la baisse des coûts de production et d'acquisition de tout le matériel qui permet de mesurer et de collecter ces données qui serviront ensuite à participer de ce Quantified Self. Alors juste pour information, comme d'habitude, il y a beaucoup de photos. Il n'y a aucune photo de Laurent-Pierre et de moi en train de faire du sport. Ce n'était par respect pour le public, donc vous verrez des vraies photos de sportifs et pas des sportifs du dimanche. Alors on va détailler finalement cette présentation en 3 points et on va voir comment la data et les outils numériques vont impacter notre rapport au sport, le sport lui-même et les pratiques du sport à travers 3 grandes tendances. Tout d'abord, le sportif, comment le sportif va utiliser tout cela. Le club également, comment les clubs, notamment les clubs professionnels, se sont emparés de ces problématiques-là pour se transformer. Et enfin, le rapport entre les clubs et les supporters. Alors, au niveau des sportifs, comme je le disais, depuis 15 ans, on assiste à l'explosion chez le sportif amateur de l'utilisation de ces technologies numériques. Mais on constate le même phénomène, et même un phénomène de professionnalisation du Quantified Self dans les clubs et chez les sportifs de haut niveau qui disposent de moyens largement supérieurs à vous et à moi, qui s'équipent juste soit d'une application qui est gratuite ou qui coûte quasiment rien, soit d'un bracelet connecté qui reste quand même dans des prix raisonnables. On assiste donc à l'explosion de ce phénomène chez les sportifs de haut niveau et on va voir comment ça transforme la relation à la pratique du sport, notamment dans le suivi des performances, mais également dans le suivi de la santé, puisque un sportif performant, c'est un sportif qui reste en bonne santé. Donc, on va voir tout cela maintenant. Par exemple, avec ce premier cas, là, qui est l'Université de Cincinnati aux États-Unis, qui a travaillé à la création d'un patch adhésif qui va être disposé sur la peau du nageur. Ce patch va être équipé d'un capteur qui va analyser en temps réel la composition de la transpiration du nageur et va lui indiquer par une petite diode, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, il y a une petite diode ici qui est bleue, qui passe au rouge quand le niveau de fatigue du sportif atteint un certain niveau, quand la fatigue atteint un certain niveau. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entraîneur qui est
sur le bord du bassin va recevoir cette information-là, mais également des données, des statistiques sur les performances de son nageur dans le bassin. Donc on voit ici que les capteurs, c'est un des moyens les plus faciles pour relever ces données et ensuite pour les analyser. On change un petit peu de niveau, on était sur le sportif. Maintenant, on va être sur les capteurs qui sont installés soit dans les équipements sportifs, soit sur les équipements sportifs. Donc on a les protège-dents connectés, par exemple, qui analysent la salive des boxeurs ou des rugbymen. Mais on a également les capteurs qu'on voit à l'écran, des capteurs qui viennent se placer sur les raquettes de tennis ou sur les manches de battes de baseball et qui vont enregistrer l'ensemble des coups qui vont être portés par les sportifs qui sont équipés de ce capteur. Et ça va permettre ainsi au sportif et à son entraîneur d'avoir une vision, on va dire, objective de tous les coups qui ont été portés en match ou à l'entraînement, et ainsi de corriger les points faibles et d'insister sur les points forts. Enfin, troisième niveau, on était dans l'équipement. Maintenant, on va voir que bon nombre de solutions aussi de capteurs et de caméras sont installés sur les terrains eux-mêmes. Comme l'exemple ici, c'est un poteau de filet de tennis équipé de capteurs et de caméras. Et là, l'idée, ça va être à l'entraînement et en match d'enregistrer l'ensemble des mouvements des deux joueurs, les coups également, et ensuite de cartographier tout ça pour que les joueurs, les entraîneurs, les coachs et les médecins qui sont derrière puissent analyser pour les uns la performance, pour les autres les déplacements, et donc intervenir sur le niveau de fatigue du joueur a posteriori et sur la gestion de l'effort, notamment grâce à ces données-là. Donc là, on était sur comment la data et les objets connectés modifient les comportements des sportifs. On va s'intéresser maintenant au club et on va voir également comment les outils numériques et les données bouleversent la gestion d'un club de sport et notamment les clubs de sport professionnels. Et on va s'intéresser simplement à deux pans, parce qu'il y en a beaucoup, mais on va s'intéresser à deux pans qui sont fondamentaux, à savoir le coaching et le recrutement. Alors on va commencer par le recrutement. Le recrutement dans le sport professionnel, c'est une phase qui est très importante parce que c'est le moment où on va choisir un joueur, l'intégrer dans une équipe, avec, bien entendu, ce sont des clubs professionnels qui brassent des millions d'euros, des millions de dollars, et ils considèrent de plus en plus les joueurs comme étant des actifs sur lesquels il va falloir avoir un retour sur investissement intéressant. Donc, la phase de recrutement doit être une phase primordiale. Et jusqu'au milieu des années 90, on avait des recrutements qui se basaient sur des perceptions. Alors, il y avait bien sûr des centres de formation, il y avait des phases de recrutement, mais c'était très subjectif. Or, avec l'explosion de la data et des outils de collecte de la donnée, on a une objectivation de la phase de recrutement et on est capable aujourd'hui de recruter des futurs stars qui vont nous permettre derrière, à l'image de l'AS Monaco dans le football, de revendre ces joueurs qu'on a achetés très peu cher, de les revendre à prix d'or. C'est l'exemple, c'est l'exemple des Orlando Magic dans le championnat de basket américain. Les Orlando Magic ont signé un partenariat avec une société qui fait du big data sportive qui s'appelle Stats. Et l'idée ici, ça va être de fournir à cette société-là l'ensemble des données qui sont captées lors des matchs universitaires et au lycée, des futurs joueurs professionnels qui donc participent à la draft, c'est-à-dire à la phase de recrutement des clubs professionnels. Donc, Stats va se servir de ces données-là, mais aussi et surtout à développer un algorithme de vision par ordinateur qui va permettre, à partir de vidéos professionnelles qui sont donc envoyées par les universités, mais également à partir de toutes les vidéos qui ont été postées par des amateurs sur les réseaux sociaux, des joueurs aspirants. À l'université, le basket aux États-Unis est très développé, donc il y a beaucoup de monde qui filme. Et grâce à un algorithme de vision par ordinateur, Stats est capable de déterminer un peu plus finement que les autres recruteurs les points forts et les points faibles, et surtout comment un joueur va s'intégrer dans un collectif par rapport à des qualités qui ne sont pas forcément visibles de prime abord, comme ça, par les recruteurs. Deuxième phase, c'est la phase du coaching, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a
recruter des nouveaux joueurs, il va falloir les intégrer dans un collectif pour former une équipe qui est performante. Parce qu'une fois de plus, ces joueurs-là, pour faire gagner de l'argent au club, il faut qu'ils soient performants, que l'équipe gagne des titres, et pour cela, il faut qu'il y ait une personne en charge d'organiser tout ça, et cette personne-là, c'est le coach. Et là aussi, des solutions existent pour aider, assister, voire même parfois dicter des choix au coach sur les tactiques ou sur les affinités entre joueurs. C'est l'exemple, par exemple, décidément, désolé, c'est l'exemple de la société Kinduct qui propose une solution de big data, là aussi, donc d'algorithmes d'analyse de données, qui va fournir à un coach, à partir de données qui vont lui être injectées, mais également avec des données captées par un ensemble de capteurs qui vont être disposés sur le terrain, ça va fournir au coach des indications sur soit les choix tactiques à opérer en fonction de la composition de l'équipe, sur les affinités entre les joueurs. Au fil des matchs, la machine apprend la façon de jouer des joueurs et donc va comprendre que certains joueurs ont des affinités, d'autres n'en ont pas. Et ça va permettre également parfois de proposer à l'entraîneur des compositions d'équipes les plus performantes possibles par rapport aux équipes adverses pour lesquelles elle va avoir également des données. Donc on voit que la professionnalisation de ce milieu-là, du quantified, on va dire, du big data et des outils numériques, a pour objectif d'améliorer la performance dans un objectif de rentabilité économique du sport professionnel. C'est aussi l'exemple du club de Getafe, qui est situé dans la banlieue de Madrid, qui est un tout petit club qui date des années 80, un club de football, qui a recruté des anciens agents du Mossad qui travaillaient sur le big data et sur l'intelligence artificielle, et qui a créé une entreprise qui s'appelle Zone 7, qui équipe les joueurs à l'entraînement de GPS, qui va relever l'ensemble des déplacements d'un joueur pendant un entraînement, mais également lors des matchs, pour finalement cartographier l'effort de ces joueurs et indiquer à l'entraîneur si certains joueurs dépassent leur capacité physique un petit peu trop. Ça va indiquer donc à l'entraîneur que ces joueurs-là se dépensent un peu trop et donc il va falloir les remplacer ou en tout cas gérer autrement la composition de l'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que Getafe, qui est donc un tout petit club, qui a un budget ridicule, s'est qualifié pour la Coupe UEFA en fin de saison, grâce notamment à la stabilité de son effectif, puisque lors du championnat, il y a eu à peu près un peu moins de 10 blessures très peu graves, qui a permis donc de faire jouer tout le temps les meilleurs joueurs et de gérer leur effort. A contrario, le Real de Madrid ou l'Atlético de Madrid, qui sont les deux équipes adverses de Getafe, ont enregistré plus d'une trentaine de blessures, donc des blessures très graves. Donc on voit ici que ces outils d'aide à la décision permettent de maintenir aussi des équipes performantes. Et enfin, dernier point de la présentation. Aujourd'hui, donc le sport, on peut parler de sport business. L'idée, donc, comme je le disais, c'est de brasser des millions d'euros, des millions de dollars, et surtout de chercher à fidéliser et à augmenter la communauté de fans, parce que c'est eux, une fois qu'ils sont très engagés par rapport à leur équipe, qui vont dépenser beaucoup d'argent. Donc l'idée, ça va être de transformer, grâce aux outils numériques, une rencontre sportive en un véritable spectacle. C'est ce qu'on appelle le sportainment. Et ça passe notamment par les stades connectés. L'idée ici, c'est de transformer le stade, qui est une enceinte où on vient voir une rencontre, quel que soit le sport. L'idée ici, c'est de transformer ce stade pour en faire un véritable lieu d'expérience où le spectateur, le fan, va venir pour non seulement assister à la rencontre, mais également profiter d'animations, qu'elles soient liées au sport, liées à la rencontre ou non, qu'elles soient technologiques ou non technologiques, afin de fidéliser au maximum les supporters pour qu'ils dépensent le plus d'argent, bien sûr. Et c'est par exemple le modèle économique de l'Olympique Lyonnais actuellement qui propose un stade multi-expérientiel qui va permettre donc aux fans de venir dépenser de l'argent. Un club qui l'a très bien compris, c'est encore une fois l'exemple du basket, c'est le club de basket de Bonn en Allemagne,
qui, à partir de la demande des supporters, mais également à partir d'études statistiques qui montrent que finalement les gens viennent au stade et ont des demandes de plus en plus particulières, notamment des demandes liées aux nouvelles technologies, liées aux terminaux mobiles, liées à une nouvelle expérience. Et le club de Bonn a proposé cette petite expérience-là, enfin c'est un service, sans couture pour le spectateur, qui est pris en charge dès l'entrée dans le stade, où il va avoir sur son smartphone des news et des infos liées à son club, liées aux joueurs, liées à la rencontre, des possibilités de navigation pour faciliter l'accès à son siège, également tout un service en réalité augmentée. On va voir ici que pour faire patienter et pour faire venir le fan avant la rencontre, on va lui proposer des jeux en réalité augmentée, donc là une partie de basket, des petites animations aussi en réalité virtuelle, qui permet donc de gamifier finalement la présence du supporter dans le stade, des applications en réalité augmentée qui permettent d'avoir des informations in situ, mais également de vivre le match à partir d'autres points de vue. Et enfin, ce qui est très important parce que ça répond à une véritable demande, c'est voilà, cette dernière petite partie de vidéo où on voit qu'en réalité augmentée, les spectateurs peuvent avoir accès à des statistiques en temps réel sur la rencontre qui est jouée. Alors là, la vidéo ment un tout petit peu, puisque à l'heure actuelle, les technologies ne sont pas assez puissantes pour proposer du live, c'est-à-dire d'avoir des incrustations en temps réel. On est de l'ordre à peu près aujourd'hui de la minute. Ok, bonsoir. On est de l'ordre de la minute parce que la 4G et le Wi-Fi n'est pas assez puissant pour proposer ce service en temps réel. Et c'est une des promesses de la 5G là, qui arrive, qui va débouler dans les mois à venir. C'est grâce à des débits qui sont de l'ordre de 20 gigabits seconde et surtout avec un temps de latence qui est aujourd'hui nul. L'idée, ça va être de proposer au spectateur, au téléspectateur qui est chez lui, qui regarde la rencontre, ou au spectateur qui est dans le stade, d'avoir des informations en temps réel sur la rencontre qui est diffusée. Et c'est l'un des paris de Second Spectrum, qui a signé un contrat, une fois de plus, avec la NBA et le basket américain, pour proposer, donc, comme je le disais, des statistiques sur les joueurs qui sont actuellement sur le terrain. Et là, on a par exemple le taux de réussite au panier en fonction de la position du joueur. Et ça évolue en temps réel, c'est-à-dire que lorsque le joueur va se déplacer, les statistiques vont évoluer. Et tout ça, ça participe encore une fois à la gamification et donc à cette volonté d'offrir aux spectateurs, aux fans, des services pour renforcer son engagement et donc derrière dépenser de l'argent. Alors, tout cela, vous pouvez le retrouver dans un dossier de veille qu'on a réalisé en partenariat avec Digital Aquitaine et le Comité régional olympique au mois de mai, donc intitulé Sportec. Également, on a lancé avec le Comité régional olympique et la région Nouvelle-Aquitaine un appel à projets de start-up évoluant dans le sport et dans le domaine du bien-être et de la santé. Tout ça pour intégrer un incubateur qui sera porté par le Comité régional olympique à la Maison des Sports et qui sera, comment on peut dire, qui sera, pardon ? Ok, qui sera par Unitech, j'ai perdu le mot, qui sera accompagné, ou les startups seront, accompagnées par Unitech. Donc si parmi vous, certains ont des solutions de sport, éventuellement de e-sport, n'hésitez pas à candidater jusqu'au 15 juillet 2018. Et je vais repasser la parole à Laurent Pierre. Alors après le sport, non pas le réconfort, mais le e-sport, petit élément de gamification de la conférence, retournez-vous, en regardant derrière vous, quelqu'un doit avoir un interrupteur. Celui qui a un interrupteur, quand il s'appuie dessus, ça allume les lumières. Donc il gagne d'abord un verre à la sortie, et puis le droit de ne plus s'appuyer sur l'interrupteur. Merci, il reste plein de place vers le bas, donc n'hésitez pas, vous serez probablement mieux. Quelques mots donc sur le e-sport, puisqu'on a parlé sport, on s'est dit qu'il était intéressant de parler e-sport.
Alors, il ne faut pas non plus s'asseoir sur son téléphone. Alors, pour bon nombre d'entre nous, le e-sport, au mieux, c'est ça. C'est des finales de ligues de jeux qui vont réunir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sur des matchs où les finales sont diffusées sur Internet. Et au pire, c'est une bande de geeks qui va passer sa journée dans un canapé à jouer sur son ordinateur. La réalité des faits, elle correspond plus à ce qu'on a sur ce graphique. On voit l'évolution depuis 2000 du monde de la musique. Au passage, on voit que la crise de 2000 de la musique, elle a été rattrapée, on est revenu au même niveau. On voit que le marché du film est en croissance régulière, mais tout ça, c'est un peu oui, fait du business par rapport aux jeux vidéo, puisque vous voyez l'envol du marché du jeu vidéo qui est très, très largement au-dessus de ces autres secteurs. 2019, c'est la première année où le chiffre d'affaires du e-sport arrive à 1 milliard de dollars. Ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, ce secteur s'étant structuré, on voit apparaître des revenus au niveau des droits médias. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de monde pour suivre ces compétitions en direct ou en vidéo, pour attirer des droits médias, pour attirer de la publicité et pour vivre de la vente de tickets pour suivre ces événements. Ça passe par des grosses licences comme Fortnite, qui a mis sur la table pour les tournois de l'année 2018-2019 100 millions de dollars pour les vainqueurs. Et donc aujourd'hui, le vainqueur de la Coupe du Monde de Fortnite, je suis désolé de vous annoncer qu'il va gagner plus que Rafael Nadal qui a gagné Roland-Garros. Et au passage, pour tous les sportifs qui arrivent essoufflés après avoir monté un escalier, vous voyez que le championnat du monde de fléchettes gagne plus que le Tour de France au passage. Slide assez intéressante. Alors le monde du e-sport, il est totalement lié à une plateforme de diffusion, Twitch. Twitch, aujourd'hui, dans l'année, ça a été 11 milliards d'heures visionnées sur Twitch. Bon, ça ne dit rien à personne. Ce qu'il faut retenir, c'est 4 fois plus que le nombre d'heures vues sur YouTube. Or, on parle beaucoup de YouTube, beaucoup moins à nos âges avancés de Twitch. Et pour vous donner un ordre d'audience, l'audience moyenne sur ces derniers mois de Twitch, c'est d'à peu près 1 million de spectateurs par mois. Et pour donner un comparatif, une chaîne comme CNN, c'est 800 000 spectateurs donc lissés sur le mois. Donc on arrive à des audiences qui sont des audiences de grandes chaînes classiques. Et puis on voit apparaître des influenceurs comme Ninja, vous n'avez pas forcément en tête ni sa coupe de cheveux ni son nom, qui l'année dernière est devenu le premier influenceur, tout sport confondu, devant Cristiano Ronaldo et devant Virat Kohli, gloire du cricket. Et là on revient sur la vue que l'on a de l'Asie, elle n'est pas forcément toujours la bonne. Donc le e-sport, c'est aujourd'hui une industrie. Donc on va faire un petit retour sur la naissance de cette industrie en prenant l'exemple du jeu League of Legends. Donc League of Legends, l'éditeur c'est Riot Games qui est né en 2006. Il a sorti League of Legends, un jeu free-to-play, c'est-à-dire c'est gratuit. Vous achetez des choses à l'intérieur du jeu, mais vous y accédez gratuitement. Donc en 2009. En 2011, il est racheté par Tencent, géant chinois, qui rachète la licence avec ses 11 millions de joueurs, c'est-à-dire à peu près moins de 2 ans après le lancement du jeu. En 2012, il pose ce qui va devenir le modèle économique du fonctionnement de ce type de licence e-sport, en investissant massivement et en professionnalisant le circuit. On va détailler un peu. 2013, c'est le jeu le plus joué dans le monde, 60 millions de joueurs réguliers. Et en 2015, là, c'est vraiment ce qui marque les bases de l'écosystème du e-sport et du modèle économique du e-sport. Donc, l'éditeur pose un modèle de franchise en créant 3 ligues, une aux États-Unis, une en Europe, une en Asie. Chacune de ces ligues, c'est 10 équipes. Et pour être parmi ces équipes, c'est franchisé, donc il faut lâcher 10 millions de dollars pour faire partie de cette ligue. Donc vous avez à l'écran
Sur chaque ligue, on va avoir un studio qui va être créé, qui est un résumé de cet écosystème. On va avoir des commentateurs, des finalistes de jeu. En face, on ne le voit pas sur la photo, mais il y a des spectateurs qui ont pris leur billet. Et tout ça va être diffusé sur des parties en live sur Twitch. Donc là, on a vraiment le modèle économique et l'écosystème qui se crée. Et on voit apparaître des financeurs qui jusque-là n'avaient rien à faire dans le monde du jeu vidéo, des clubs de NBA comme les Houston Rockets ou le PSG qui finance une équipe, mais en ligue asiatique. Le modèle économique passe par un modèle de répartition assez basique mais assez efficace. En gros, un tiers pour les joueurs des revenus, un tiers pour les équipes et un tiers pour l'éditeur. En 2018, il y a eu quelques petites modifications qui fait que maintenant, la League of Legends European Championship, pour parler de l'européenne, on est calqué sur le monde du foot, sur la Champions League de football. Vous voyez la présentation des équipes, ça c'est l'équipe française numéro 1, Vitality, et vous voyez qu'elle est constituée un peu comme dans les clubs de foot. Il y a un Français, un Coréen, un Italien, un Portugais, un Polonais. On va prendre les meilleurs joueurs mondiaux. Vitality a fait une levée de fonds l'année dernière, 20 millions d'euros. Levée de fonds qui a été en particulier fournie par un milliardaire indien. Et la petite animation, c'est un clin d'œil à Will Smith qui lui aussi a investi pas mal d'argent, mais sur un club de la Ligue États-Unis. Donc on est sur à peu près des fonctionnements de 10 millions d'euros pour une équipe par an, et c'est à comparer avec l'OM, par exemple, un club de foot de base, allez, un peu au-dessus de Bordeaux, mais à peine, qui tourne à 80 millions d'euros par an. Donc aujourd'hui, ça fait que pas mal d'investisseurs se disent, si on regarde le coût financier à mettre et la visibilité, franchement, il y a des beaux jours pour le monde du e-sport. Évidemment, ce n'est pas le même public, mais le potentiel est largement aussi important. Naissance d'une industrie, mais également nouveau modèle économique. Et là, on va parler de la licence Fortnite. Alors Fortnite, c'est un jeu qui a été créé par l'éditeur Epic Games, dont le patron, Tim Sweeney, n'est pas forcément la personne de la tech la plus connue, et c'est bien dommage parce que c'est quelqu'un qui a quand même assez bien compris l'univers vidéoludique. Alors il crée son premier jeu en 91 qui s'appelle ZZT, à l'époque c'était un jeu, c'était ça. En 98, après avoir sorti le jeu Unreal, il comprend que derrière c'est tout aussi important de bien vendre son jeu que de vendre les outils qui permettent de créer son jeu. Donc il a vendu le moteur pour faire les personnages, les décors, les cartes à d'autres acteurs, à d'autres éditeurs de jeux. En 2006, il comprend que l'avenir du jeu va passer par les plateformes de diffusion et les consoles de jeux, et il s'associe au lancement avec Microsoft de sa Xbox pour positionner sa série de jeux Gears of War sur les Xbox qui sont en train d'arriver. Bon, pardon pour les puristes, ce n'est pas une Xbox de première génération, mais voilà. Fortnite en 2017, toujours par la même société, jeu qui aujourd'hui réunit 250 millions de joueurs réguliers, un jeu qui est totalement gratuit, on y reviendra, et pour la première fois, qui se joue sur n'importe quelle console, ordinateur ou téléphone. Quel que soit l'outil numérique que vous avez, vous pouvez jouer à ce jeu. Un des problèmes de Fortnite et un problème des gens qui font du jeu vidéo, c'est que souvent, plus un jeu est bon, moins il est rentable parce que les fans vont demander des ajouts, des nouveaux personnages, des nouveaux tableaux, sans pour autant racheter quoi que ce soit. Donc plus il y a du succès, plus vous rajoutez des choses, moins c'est rentable pour vous. Ça, c'est quelque chose qui existe dans le jeu, mais qui existe aussi dans le logiciel, dans les plateformes de services, qui marchent sur ce même principe. Et Fortnite a travaillé sur la question en se disant plus le jeu est bon, plus vous devez y jouer et plus vous devez payer. Alors, il y avait eu des réponses avant eux. La solution, il y avait l'abonnement, comme World of Warcraft, mais qui dit abonnement, dit engagement et dit problème d'engagement, c'est plutôt s'abonner, c'est plutôt un frein. Il y avait également eu la licence Angry Birds, où là on était sur une solution de jeu totalement gratuit avec de l'achat dans le jeu pour avoir plus de vie, pour gagner plus de points.
Mais là, le sérieux problème qu'ont tous les jeux qui sont sur ce modèle-là, c'est de garder les joueurs dans le jeu pour qu'ils puissent payer des choses en les achetant dans le jeu. La réponse de Fortnite là-dessus, ça a été une collaboration avec la psychologue cogniticienne, c'est une Française, Célia Audent, qui s'est très bien expliqué. Il y a un petit lien sur la vidéo d'un YouTuber. La vidéo s'appelle « Comment créer une addiction », ce qui ferait bondir notre camarade psychologue spécialiste du jeu, Yann Leroux. Elle a travaillé sur l'expérience utilisateur et sur comment je vais pouvoir conserver le plus longtemps possible le joueur sur le jeu. Alors, on ne va pas le détailler, si vous voulez aller voir, c'est très bien fait dans la vidéo, mais en gros, c'est que le jeu va être extrêmement simple, il n'y a pas de règle du jeu, tout va être implicite, vous ne vous posez pas des questions, il faut faire ça ou ça. C'est accessible extrêmement rapidement, vous êtes directement lancé dans le jeu. Vous avez des nouveautés continuelles qui vous ramènent à vous dire « Tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je vais aller voir ». Alors ça passe par des partenariats avec différentes licences, les Avengers par exemple, ça passe avec des cartes qui marchent en saison, où la même carte que vous connaissez bien, elle va évoluer, donc ça va vous ramener dans le jeu, et ça marche par des récompenses aléatoires que la psychologie nous a longtemps expliqué être beaucoup plus addictives que simplement, à chaque fois que je gagne, j'ai tant de points. Au final, Fortnite, vous pouvez jouer sans strictement rien acheter. Tout ce que vous achetez dans le jeu ne vous sert pas à gagner, ne vous sert pas à aller plus vite, ne vous sert pas à être meilleur. Tout le monde est à égalité sans avoir rien besoin de dépenser. Ce que vous achetez dans Fortnite, c'est des costumes pour jouer habillé en banane, en Woodstockeuse ou en motard du futur et avoir une danse de victoire au moment où vous gagnez votre partie. Et malgré ça, 70% des joueurs ont déjà acheté dans Fortnite, sur un panier moyen relativement confortable pour eux. Donc aujourd'hui, le constat qu'on voit, c'est de dire que ce type de plateforme, et d'autres sont en train de naître, dans le jeu vidéo, mais pas que, c'est plus simplement un jeu, c'est une plateforme de loisirs, qui devient un réseau social physique virtuel, où les gens vont sortir dans ce lieu, donc vont s'habiller pour retrouver leurs amis et discuter avec eux. Donc on est au-delà, dans cet article, ils expliquent qu'on était sur ce qu'étaient les skateparks dans les années 80 ou Facebook dans les années 2010. Ça ne nous rajeunit pas. Exemple, avec ce concert d'un DJ, Marshmello, présent à Marmande à Gare au Roc dans moins un mois, qui a réuni 10 millions de spectateurs dans Fortnite. Et là, vous voyez que là, on est vraiment dans le jeu. Les gens ne sont pas en train de se tirer dessus, ils ne sont pas en train de jouer, mais ils sont en train d'écouter un concert. Et pour bon nombre d'eux, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils sont trop jeunes, c'est la première fois qu'ils sont allés vivre un concert. Le magazine Fast Company disait récemment, il y a moins d'un mois, que Fortnite, c'est l'histoire la plus importante et la plus sous-estimée du monde du business cette année, notamment parce qu'ils ont su amener quelque chose au-dessus des plateformes existantes qui avaient tendance à verrouiller le marché. Par exemple, un jeu jusqu'à Fortnite qui sortait sur une console Sony n'existait que sur console Sony. Il ne pouvait pas être à la concurrence. Fortnite est passé outre. Fortnite a réussi à faire charger son jeu sur téléphone Android sans passer par le Google Store. Donc ils ont réussi à se positionner en plateforme au-dessus des plateformes qu'on pensait être des goulots obligatoires pour aller télécharger des produits numériques, logiciels, services, etc. Donc ça, c'est en train de montrer une voie alternative au modèle qu'on avait jusque-là. Et demain, le e-sport, alors d'abord des effets de bord. La génération e-sport, là on les appelle sur le rapport à la télé des cord cutters, puisque vous le voyez sur ces courbes, c'est le nombre de cette génération-là qui se sont totalement coupés de la télé par câble, donc cord cutter, qui vont s'abonner à des plateformes style Netflix. Et on pensait que les grandes finales, le sport, les Jeux Olympiques, etc., étaient l'élément qui permettait de les garder collés à la télé classique. Finalement, on se rend compte que pas du tout.
Mais on se rend compte aussi que cette génération qu'on disait un peu vivant dans sa bulle sur des jeux, ils vont voir les matchs, et en regardant où ils vont voir les matchs, ils vont les voir dans des stades, où ils vont les voir avec leur communauté virtuelle dans le physique, et ils vont les voir sur des écrans dans des fan zones ou dans des bars en retrouvant leurs amis. Ce qu'on voit également arriver, c'est beaucoup de fonds d'investissement sont en train de se positionner sur le monde du e-sport, parce que, bon là, vous l'avez compris pourquoi. Et également, on est en train de voir basculer le monde virtuel qui est en train de revenir dans le monde réel. Alors ça, Vortex Experience, c'est une salle d'arcade qui a ouvert à Bordeaux. C'est la première en France. Bon, il y a une salle de réalité virtuelle à Bordeaux qui ouvre quasiment tous les mois. Celle-là, c'était la première en France. Et vous voyez que les joueurs sont équipés avec un casque virtuel, un sac à dos qui vous fait sentir les coups que vous donnent les zombies. Et vous êtes totalement immergé dans le jeu entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est que si vous enlevez votre casque, vous voyez ça. Vous êtes dans un hangar de 500 mètres carrés, bardé de repères un peu partout. Et franchement, courir pendant 45 minutes dans 500 mètres carrés avec 8 kilos sur le dos, parce qu'il n'y a plus du tout de câble, franchement, on passe du e-sport à du vrai sport. Et puis pour finir, cette image, qui il y a quelque temps encore semblerait être une image sortie d'un jeu vidéo, là aussi, c'est une opération lancée par Ado en Asie. C'est un mix entre un jeu vidéo et le ballon prisonnier, on va dire, où ça se joue en deux équipes face à face, équipées de casques de réalité virtuelle. Les spectateurs regardent ça soit avec des casques, soit sur un écran qui mixe la réalité et puis la réalité augmentée. Et puis vous avez un combat entre deux équipes. Et là, on est clairement dans du e-sport, mêlant du sport. Alors, on va aborder un nouveau sujet, le biomimétisme. Donc, on va redescendre un petit peu dans l'innovation et dans la prospective, puisque c'est un sujet qui n'est pas forcément très nouveau, puisque déjà, en son temps, Léonard de Vinci préconisait de s'inspirer de la nature pour inventer des nouvelles choses. Pourtant, on assiste depuis une vingtaine d'années, à la faveur de la crise économique et de la crise environnementale, à la résurgence finalement de ces idées de bio-inspiration et de biomimétisme, à une forme d'accélération aussi des projets et des propositions qui sont faites dans le milieu de la recherche, bien entendu, puisque tout part de la recherche, dans le milieu industriel et de la start-up, mais également, on le verra un petit peu plus tard, au niveau des institutions et des collectivités publiques qui s'emparent également du sujet. Alors avant de rentrer plus en détail dans cette partie-là, il faut faire quelques points de sémantique pour bien différencier la bio-inspiration et le biomimétisme. La bio-inspiration, c'est un mode de pensée opérationnel qui va pousser les hommes, les chercheurs, les ingénieurs à s'inspirer de la nature pour innover. Donc l'idée, c'est d'aller prendre dans la nature des exemples de choses qui fonctionnent et de les appliquer à la recherche et le développement afin d'innover. La notion centrale, c'est bien l'innovation. Le biomimétisme, c'est peu ou prou la même définition, mais on va ajouter une contrainte qui est le respect de l'environnement, le respect de la biodiversité, et c'est d'aller chercher finalement dans la nature ce qu'elle sait faire de mieux pour la traduire dans des innovations qui sont respectueuses de l'environnement. Et quelle que soit la définition qu'on retient, bio-inspiration ou biomimétisme, donc plutôt une définition, on va dire, plutôt large ou une définition restrictive, 3 domaines sont impactés par les théories biomimétiques et bio-inspirées. Tout d'abord, l'univers des formes et des structures, qui est le pilier, on va dire, de ces théories-là. Et on va tout de suite commencer par un premier exemple d'une société canadienne qui s'appelle Whale Power, qui travaille donc dans l'énergie éolienne, qui s'est inspirée, qui a observé les baleines à bosse, et notamment leurs nageoires dorsales, qui sont, comme vous pouvez le constater ici, équipées de dents ou de crans. Et en fait, ces crans et ces dents servent à stabiliser la baleine dans l'eau, parce que c'est quand même un poids considérable. Donc, grâce à ces
à ces crans, elle va être beaucoup plus stable et elle va avoir une hydrodynamie très importante. Et donc, en observant ces crans et ces dents sur ces nageoires, ils se sont dit pourquoi pas le reproduire sur des pales d'éoliennes. C'est ce qu'ils ont fait, on voit ici l'exemple. Et très rapidement, les premiers tests ont montré que ces pales d'éoliennes étaient beaucoup plus réceptives à des vents faibles par rapport à des pales d'éoliennes normales, qu'à vent équivalent, elles produisaient jusqu'à 20% d'énergie en plus, qu'elles étaient beaucoup plus stables lors de vents forts, donc ça réduit aussi l'usure et donc le remplacement des pales d'éoliennes dans le temps. Et enfin, j'ai perdu mon idée, j'ai perdu le taux d'usure et je ne sais plus. Donc voilà pour le premier exemple, je suis désolé. Et le bruit, merci Laurent Pierre. Donc ça réduit également les nuisances sonores, puisque c'est un des gros problèmes des éoliennes lorsqu'elles sont placées à proximité des habitations, c'est les nuisances sonores. Donc on voit qu'en s'inspirant finalement de la nature, on peut innover et proposer des choses qui sont beaucoup plus efficaces. Deuxième exemple, c'est le milieu de l'architecture, qui est un milieu qui est très fortement bio-inspiré. Gaudi, en son temps, avait construit la Sagrada Familia en s'inspirant de la nature. Et ici, on a l'exemple de l'Art Science Museum à Singapour, dont les architectes se sont inspirés de la structure et de la forme de la fleur de lotus pour proposer ce bâtiment-ci, qui est donc un bâtiment qui existe vraiment, où on a la reproduction des fleurs de lotus qui vont permettre au bâtiment de recueillir l'eau de pluie, et ainsi de la filtrer, de la traiter, de la réutiliser dans la consommation courante, alors pas la faire boire aux visiteurs du musée, mais en tout cas d'alimenter la structure. Et ce qui est également intéressant, c'est que grâce à cette structure-là, on va avoir une multiplication des points d'entrée de lumière, avec comme conséquence de réduire la facture énergétique du bâtiment, qui est économe en énergie. Deuxième univers, tout ce qui concerne les matériaux et les procédés. Un exemple intéressant, c'est cette société qui s'appelle Sharklet, qui travaille dans les biotechnologies et qui propose un film adhésif antibactérien, mais antibactérien en n'utilisant que des propriétés mécaniques et aucun produit chimique. Et pour cela, ils se sont inspirés de la structure de la peau du requin qu'ils ont observée au microscope, qui est une peau antibactérienne, qui est une peau qui est micro-alvéolée. Et donc, en reproduisant à l'échelle micrométrique ces alvéoles sur un film plastique, ils ont créé un film qui était antibactérien, qui repoussait également les virus, afin d'équiper les salles d'opération, les salles de chirurgie dans les hôpitaux, mais également d'autres endroits qui nécessitent d'avoir une très bonne hygiène, notamment les salles de restauration collective, les cuisines de restauration collective. Autre exemple, un exemple français, la société Marina, qui, par hasard, en étudiant un des chercheurs, en étudiant le ver marin, la rénicole, qui se situe sur les plages, c'est un ver qui respire à marée haute et qui arrête de respirer pendant la marée basse, donc environ 8 heures. Et en fait, en observant la structure du sang de ce petit ver, ils se sont aperçus que les molécules qui constituent ce sang est 250 fois plus petit que les globules rouges et transporte jusqu'à 40 fois plus d'oxygène que les globules rouges. Donc, en s'inspirant de la structure et des molécules de ce sang, ils ont créé ce qu'ils appellent un transporteur universel d'oxygène, qui va permettre notamment, encore une fois dans la chirurgie et dans tout ce qui concerne les greffes, de fournir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement des solutions d'oxygénation au greffon entre le moment où il va être prélevé sur le donneur et le moment où il va être greffé sur le receveur. Et la Navy s'est intéressée à cette solution et a demandé à la société Marina de proposer ce produit-là, mais en version lyophilisée, afin de transporter des poches sur les zones de combat pour permettre de faire des transfusions sanguines après réhydratation, des transfusions sanguines beaucoup plus rapides et donc de sauver des vies des soldats blessés. Enfin, dernier grand domaine dans lequel on retrouve des théories bio-inspirées et biomimétiques, c'est tout ce qui concerne les systèmes et les organisations. La société Héliopure est une société française qui a développé un système de traitement des eaux bio-inspirées qui s'appuie sur la photosynthèse. Donc, ils ont créé un système de photosynthèse artificielle qui, grâce à l'action concomitante du CO2
et de la lumière permet de dégrader les microéléments polluants dans l'eau afin de traiter l'eau qui va ensuite être utilisée en eau d'irrigation des champs, par exemple, donc dépolluer l'eau qui va être réutilisée derrière. Et en fait, les premières mesures montrent que cette société est capable de réduire la consommation d'eau courante de 50 à 80%, rien qu'en dépolluant les eaux usées, et ce qui permet, notamment dans les pays en développement, de faire baisser la pression sur l'utilisation de l'eau courante pour l'irrigation des champs. Et enfin, on ne peut pas ne pas parler biomimétisme et animaux grégaires comme les fourmis, les termites ou les abeilles. De plus en plus, un pan de la robotique prend le contre-pied de la robotique classique. La robotique, c'est donc créer des robots qui sont autonomes, qui sont capables, qui embarquent en eux-mêmes de multiples fonctions pour agir en toute autonomie. La robotique travaille sur ce qu'ils appellent la robotique en essaim, qui va finalement calquer le comportement social des animaux grégaires comme les fourmis ou les abeilles, qui individuellement ont une seule action, mais qui collectivement développent une intelligence qui leur permet de surmonter des obstacles qui leur est individuellement impossible à surmonter. Et en appliquant ça à la robotique, en créant ces petits robots, comme vous pouvez le voir ici, ce sont des tout petits robots qui n'ont qu'une seule fonction, qui communiquent très facilement entre eux grâce à la lumière ou les ondes électromagnétiques. Ça va permettre collectivement de mener des actions, comme dans cet exemple du MIT, où ici, on a des micro-robots, des petits robots qu'on appelle des robots particules, qui n'ont qu'une seule action, de déployer ou de refermer une corolle. Et en fait, on va demander au robot de déplacer une pièce qui est beaucoup plus volumineuse que eux pris individuellement. Et grâce à l'intelligence collective du robot et à une seule action, vont être capables de déplacer cette particule. Et ça, on le verra un petit peu plus tard dans la partie sur la robotique, ça a des enjeux opérationnels très importants. Donc tout ça, pourquoi? Parce que, comme je le disais en introduction, on est dans une situation de tension écologique et de tension économique, et on a de gros enjeux pour le XXIe siècle. Et les théories bio-inspirées et biomimétiques, on le vend en poupe. Pourquoi? Parce qu'elles répondent à des enjeux d'innovation, en allant chercher les bonnes idées dans la nature, qui a mis en place des stratégies depuis 3 milliards d'années qui sont efficaces et efficientes. On va réduire le temps de la recherche, on va innover beaucoup plus rapidement. Des enjeux en termes économiques également, puisque la nature étant un point d'équilibre précaire est capable à tout moment d'optimiser l'allocation des ressources. Et donc nous-mêmes, en allant chercher ces idées-là dans la nature, on va être capable au niveau économique d'optimiser également les ressources et donc de faire des économies. Et enfin, comme je le disais, des enjeux environnementaux, puisque le biomimétisme place en premier lieu le respect de la nature avant l'innovation. Et c'est ce qui m'amène à citer Janine Benyus, qui est, on va dire, la grande prêtresse du biomimétisme depuis le milieu des années 90, qui dit que apprendre de la nature, comprendre la nature, c'est une chose, mais apprendre de la nature et donc aller imiter la nature, c'est une autre chose, et c'est un véritable basculement. Et c'est un basculement auquel aujourd'hui, il va falloir que toute la société collectivement pense à prendre, c'est-à-dire à véritablement vivre ce qu'elle appelle un switch intellectuel. Et comme je le disais en introduction, au niveau des pouvoirs publics, de plus en plus d'acteurs institutionnels s'intéressent à cette question-là. Et la région Nouvelle-Aquitaine a fait réaliser par le CBIOS, qui est le centre du biomimétisme, le centre européen du biomimétisme, installé à Senlis, et par Vertigolab, qui est une structure de consulting qui est installée à Darwin, une cartographie des acteurs du biomimétisme et de la bio-inspiration en Aquitaine, et également les retombées économiques. Et ça a donné un état des lieux qui est assez impressionnant, je trouve, puisque plus de 50 acteurs économiques en région étaient dans une démarche bio-inspirée, avec principalement des centres de recherche, des universités, mais aussi, et là on voit le pouvoir économique et l'importance économique du biomimétisme, la forte proportion des entreprises. Et on a réalisé une note de veille sur le sujet en janvier 2019. Et tout ça, vous pouvez y accéder directement en cliquant pour accéder aux ressources. Et on va passer à la dernière partie maintenant, la partie robotique. Je vais boire un coup. Je reste là. Ouais.
Alors forcément, avec dans moins d'un an, dans à peu près pile poil un an, Bordeaux qui accueillera la RoboCup 2020, qui va être une concentration des meilleurs chercheurs en robotique dans le monde, on s'est dit qu'il fallait qu'on parle un peu des dernières tendances sur ce secteur d'activité. En plus, ce qui nous a un peu titillé, c'est qu'une bande de haters ont commencé à dire « gna gna gna, est-ce que c'est bien raisonnable de faire jouer à la baballe des robots alors qu'on pourrait apprendre à faire marcher des paraplégiques ?» Ce qui nous a semblé pas du tout incompatible et on va le voir. D'abord, une RoboCup, c'est un point de mire, c'est un prétexte pour les meilleurs chercheurs du monde pour travailler sur de la recherche théorique. Leur travail, c'est de la recherche théorique. C'est par exemple simuler la marche par des robots. Avant tout, c'est ça. Et dans un deuxième temps, on verra des exemples, c'est trouver des applications concrètes et dans le monde industriel. Alors un robot, c'est un ordinateur doté d'un appareil sensorimoteur qui va travailler en 3 phases. Une phase de perception, on va détailler ça, ce qui va être tous les capteurs pour sentir, la reconnaissance de ce que le robot voit, une phase de décision pour analyser toutes les données qu'il rencontre, et après une phase d'action pour bouger un objet ou se déplacer. On va détailler un petit peu tout ça sur ces 3 phases et voir quelques applications. Alors, comme l'a dit Laurent Pierre, une des phases essentielles dans la quête de l'autonomie, puisque l'idée c'est de créer des robots qui vont être autonomes, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir agir par eux-mêmes sans être programmés pour cela, c'est la perception. C'est-à-dire que les chercheurs travaillent et les ingénieurs travaillent aujourd'hui à doter ces robots d'une capacité de compréhension, de réception finalement de l'environnement, une capacité de compréhension de ce qui l'entoure afin de prendre une décision pour agir. Alors il existe de multiples champs de recherche. Nous, on va s'intéresser à la vision par ordinateur, parce qu'on a fait une note dessus, bon, voilà, et également parce que c'est un des champs de recherche qui est aujourd'hui les plus prolifiques et où le nombre de brevets déposés est le plus important en intelligence artificielle, ce qui montre donc qu'il y a un véritable enjeu sur la vision par ordinateur. Premier exemple avec le MIT qui travaille sur le jeu du Jenga. Alors, il ne travaille pas sur le jeu du Jenga, mais plutôt sur un robot qu'on va voir ici qui, en accéléré, va analyser finalement la structure du Jenga et va comprendre quelles sont les pièces qu'il va pouvoir bouger. Aussi et surtout, il va être en capacité, grâce à sa perception, grâce aux caméras, grâce aux capteurs, de voir quelles sont les pièces qu'il faut bouger afin de venir placer la pièce au-dessus sans rendre fragile la structure. Et c'est là que c'est important, c'est que ce robot-là, aujourd'hui, va jouer beaucoup plus efficacement au Jenga qu'un être humain parce qu'il a compris dans la structure même de la tour quelles sont les pièces qu'il va pouvoir enlever, quelles sont les pièces qu'il va falloir qu'il laisse. Deuxième exemple, toujours le MIT, je suis désolé, mais c'est un peu la référence en la matière, qui a développé DONE, qui est un robot qui signifie Dense Object Nest. Et l'idée ici, ça va être de prendre le contrepoint de ce qui est fait aujourd'hui en robotique, c'est-à-dire proposer à une intelligence en machine learning des quantités d'images. Ici, l'idée, c'est de donner un objet à un robot. Il va, grâce à ses caméras et ses capteurs, cartographier dans une vision 3D le robot et il va être capable de saisir en un point particulier l'objet qui est situé devant lui. Là, dans l'exemple qu'on a vu, on a juste dit au robot « voici une chaussure, débrouille-toi, voilà la languette, ok, tu analyses ce que c'est, on va te mettre des chaussures et tu vas prendre ces chaussures que par la languette ». Donc le robot, il est capable de comprendre qu'il a affaire à une chaussure, il va cartographier la chaussure, il va identifier sur la chaussure où est la languette et il va saisir l'objet par la languette. Alors on le voit, théoriquement, enfin je veux dire dans la recherche académique, voilà où on en est la recherche, mais ce qui est intéressant, c'est de voir au-delà. Et en fait, cette recherche-là va pouvoir permettre, par exemple, plus tard, quand ce sera mûr, tout ça, de proposer des robots qui vont être capables, sur des grandes chaînes de tri, de trier les objets et de les classer en fonction de paramètres qu'on leur a rentrés en input.
et de discriminer lui-même ces objets en fonction de caractéristiques qu'il aura apprises. On va passer maintenant à la deuxième phase, qui est la phase de décision. Ouais, c'est en duo, la fin, la partie sur les robots. Chorégraphie, hommage à Stone et Chardin. La partie décision, donc là la partie c'est la partie calcul, c'est la partie qui va utiliser beaucoup de machine learning et d'intelligence artificielle, et pas mal de chercheurs travaillent aujourd'hui sur la reconnaissance et l'apprentissage en milieu connu variable, ce qu'ils appellent en menu connu variable. On va le voir ici, c'est sur la RoboCup, c'est en Small Size League, donc là c'est des petits robots qui roulent, qui ne marchent pas, qui vont très vite. Vous allez le voir avec une action absolument superbe pour les amateurs de foot. Excusez-moi, je la regarde parce qu'elle est trop magnifique. Énorme. Là, on a clairement d'abord une robotique en essaim, comme ce que vous avez vu tout à l'heure en beaucoup plus petit, et avec deux problématiques du moment. La première, c'est cette notion de reconnaissance du réel à plusieurs. C'est pour ça qu'on appelle... on est dans un environnement connu parce que c'est un terrain de foot rectangulaire avec des lignes, c'est totalement connu, mais variable parce que le robot peut tomber, se relever et plus savoir trop où il est. Le robot peut être, la balle peut être cachée par d'autres robots. Donc un robot individuellement n'a pas une vue globale de ce qui se passe. Et donc ce pan de la recherche va chercher à travailler à reconstituer le réel en s'appuyant sur des informations collectées par l'essaim de robots. C'est le cas ici, où tous ensemble, ils vont être capables de reconstituer, de savoir exactement où est la balle, où sont les adversaires, où sont les cages. Et puis le deuxième champ de recherche, ça va être sur une stratégie collective. Basiquement, chaque robot pourrait repérer la balle, foncer, essayer d'aller marquer. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir une contre-attaque, etc. Donc il va y avoir une construction d'une stratégie collective où un robot, pas forcément le mieux placé en fonction d'où sont placés les robots adverses, va se diriger vers la balle pendant que les autres vont se mettre en milieu de terrain ou en défense, comme on le voit ici. Donc là, cette notion de robotique en essaim, de décision de reconstitution du réel, c'est quelque chose qui, en recherche théorique, fait des avancées et qu'on va retrouver après au niveau de l'industrie. Par exemple, sur des drones, on aurait pu prendre le bordelais Dronisos. C'est le même principe, c'est tout ce qu'on voit là, c'est des drones qui ont une programmation indépendante, mais également qui vont communiquer entre eux pour savoir à tout moment où est chacun. Alors on a pris cet exemple chinois de drones en essaim pour ensuite basculer sur d'autres drones en essaim qui sont nettement moins festifs, où là on est sur du drone militaire, où il va y avoir une cartographie de la zone, une discussion entre les drones, et puis une prise de décision pour aller mettre la race à ce pauvre camion kaki. Voilà, et après ça se pose comme ça, et on est dans un épisode de Black Mirror. Et enfin, le triptyque perception, décision, action ne serait pas complet sans finalement l'objectif qui est alloué à la robotique, à cette volonté d'autonomie du robot, c'est l'action. Et on s'est intéressé à deux grands types d'actions. Tout d'abord, tout ce qui va concerner les déplacements. La robotique humanoïde a cette volonté-là de déplacement, et on verra un petit peu tout ce qui concerne la manipulation ensuite. Le déplacement et la marche, c'est clairement un des objectifs de recherche des ingénieurs et des chercheurs en robotique, notamment toujours pareil, dans cette quête d'autonomie, c'est de créer des robots qui se déplacent comme les hommes. On a l'exemple ici de Asimo, qui est une société qui a été fondée par Honda, qui fait de la recherche en robotique et qui étudie la marche et les caractéristiques de la marche humaine depuis de nombreuses années pour proposer un robot qui est Asimo. Et l'idée, c'est de proposer un robot qui va être capable d'être autonome, bien entendu, et qui va être capable de se déplacer comme un homme, comme un ouvrier, au milieu des autres opérateurs sur des chaînes de montage des usines Honda. Et on voit la progression de la recherche pour aboutir en 2005 à New Asimo, qui était à l'époque le robot révolutionnaire, qui était doté d'une intelligence telle qu'il était capable de se déplacer parfaitement dans l'usine et d'adapter
d'adapter ses déplacements à son environnement. Donc ça renvoie un petit peu à la perception et à la décision. Autre exemple avec Boston Dynamics. Alors voilà, Boston Dynamics, on en a entendu beaucoup parler. Il a travaillé, le centre de recherche a travaillé avec la DARPA aux États-Unis pour tester sur un robot qui s'appelle donc Petman, hein, qui a testé des combinaisons militaires, la résistance des combinaisons militaires à des conditions quasi réelles. Et donc pour cela, il a fallu créer un robot qui soit capable de simuler parfaitement la marche des militaires sur des terrains accidentés. Et donc pour cela, il y a eu de la recherche fondamentale dans un premier temps. Donc on l'a vu avec la recherche qui est développée par les chercheurs et les ingénieurs qui travaillent aussi lors de la RoboCup, pour ensuite avoir des applications qui sont un peu plus concrètes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette recherche-là, qui semble un peu déconnectée de la réalité par certains zélateurs de la robotique, ça trouve des cas concrets derrière, notamment dans tout ce qui est les exosquelettes, avec l'exemple ici de Twice, qui a un peu défrayé la chronique au CES, puisque ça a été un peu l'effervescence, qui propose des exosquelettes qui sont modulables, personnalisables, adaptables à la morphologie des personnes qui vont les porter, mais aussi et surtout qui vont reproduire parfaitement, fidèlement, tous les mouvements de la marche qui ont été testés sur des robots, comme on a pu le voir précédemment, pour permettre à des paraplégiques de se déplacer, de retrouver des sensations si auparavant elles marchaient, de monter des escaliers, bref, d'être totalement autonome. Donc on voit bien que parfois la recherche, qui est fondamentale, trouve aussi des débouchés opérationnels sur des exemples qui sont plutôt bienveillants. Deuxième grand univers de la recherche autour de tout ce qui est l'action, c'est la manipulation. Et on a la chance à Bordeaux d'avoir ce petit robot, qui est le robot Poppy, qui a été créé et développé par l'INRIA, qui va permettre d'étudier les mouvements et de reproduire les mouvements du buste et des bras des humains dans des solutions soit d'aide à la personne, soit des solutions d'aide aux travailleurs. Et on a deux centres de recherche, l'INSIA et donc l'INRIA, qui travaillent sur ces systèmes robotisés appliqués par exemple à la cobotique. Tout ça se traduit concrètement par quoi? Par des exosquelettes comme ici la société Exhaust, qui propose des exosquelettes d'aide aux ouvriers qui vont porter des charges lourdes, et ces exosquelettes vont simuler les mouvements des bras, les mouvements de préhension des opérateurs, tout ça grâce à la recherche en robotique, ou également le principal concurrent qui est également français, qui est RB3D, qui a travaillé sur des outils, des exosquelettes qui vont aider les ouvriers qui étalent l'enrobé sur les zones de travaux sur les routes, qui est un exercice qui est très fatigant et très compliqué, très dur. En fait, là, l'exosquelette va simuler le mouvement de l'enrobé, enfin d'étalement de l'enrobé, et l'opérateur n'aura juste à porter que l'exosquelette. Et tout ça, ça débouche sur des grands enjeux qu'on va vous présenter de suite. Alors on va en lister 3, je crois, ou 4. Le premier, c'est le passage à l'échelle industrielle du bio. Le bio aujourd'hui, tout le monde est pour le bio, mais c'est limité, le bio. Et si on veut étendre la production du bio, il n'y a pas 36 solutions. Comme on n'utilise pas de pesticides, il faut dans un champ enlever les mauvaises herbes. Et aujourd'hui, ça se passe comme ça. Alors, existe en RAC de 2, de 4, de 8, mais c'est concrètement des gens qui passent leur journée couchés les bras en ballon pour enlever les mauvaises herbes. C'est totalement épuisant, c'est mal payé, et même si c'était bien payé, personne veut faire ce travail quand on pose la question aux gens qui sont sur cet aspect-là. Donc aujourd'hui, c'est un frein au développement du bio. Donc les équipes de recherche de Roban, donc c'est l'équipe double championne du monde, amenée par son coach Olivier Ly, le Didier Deschamps, humour de circonstance de l'équipe, va travailler sur des robots qui vont faire du désherbage automatique. Et là, on retrouve tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire d'abord la perception,
faire la reconnaissance, la différence entre une mauvaise herbe et puis la plante qui est en train de pousser. Ensuite, une décision en terrain connu variable. On est dans un sillon, c'est connu, c'est de la terre, c'est tout droit. Mais c'est variable parce qu'avec une bosse, le robot part d'un côté, part de l'autre, la plante peut pousser dans un sens ou dans l'autre. Et puis après, un passage à l'action avec ce que vous avez vu, la sarclette automatique qui va faire le désherbage automatique. Et avec des outils comme ça, on va pouvoir industrialiser une production sans aucun pesticide. Un deuxième exemple, où il y a une petite animation, parce que le projet s'appelle projet Bip Bip. Un deuxième exemple avec l'usine réellement autonome. Là, on est dans les entrepôts d'Amazon et c'est des robots. On est encore dans une robotique en essaim, c'est-à-dire qu'ils vont être autonomes, mais ils vont communiquer entre eux pour se redéployer en fonction du contexte et des commandes. Et on le voit sur les images, c'est des robots qui vont aller chercher les casiers où sont stockés les produits dans lequel il y a un produit qui est acheté par un consommateur. Donc ça lève le casier et puis ça va l'amener à un opérateur qu'on va voir. Et paradoxalement, cette phase qui n'était pas la plus difficile pour des opérateurs humains qui conduisaient des transpalettes a été robotisée, alors que la phase du préparateur de commande, qui est vraiment un travail à la chaîne où je prends tel produit pour le prendre, aujourd'hui, l'humain va beaucoup plus vite qu'un robot qui a du mal à faire la différence entre un iPhone et un CD de Francis Lalanne. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple qu'a montré avec le robot et les chaussures. C'est en train d'être mis au point, ce qui permettra de totalement industrialiser ces phases-là. Donc là encore, le débat, ça supprime des emplois. Ok, peut-être, mais on est en train de voir sur ces deux exemples que c'est des emplois qui sont les plus durs de ce qu'on peut trouver en emploi. Enfin, dernier enjeu, l'enjeu de la livraison. Donc là aussi, au CES de Las Vegas, il y a eu beaucoup d'exemples de robots qui sont des robots autonomes, qui vont permettre d'acheminer les produits qui ont été triés par des robots et encore par des humains jusque chez vous, jusque chez nous, grâce à des robots qui sont parfaitement autonomes. On a ici l'exemple du robot Animal, de la société Animal qui travaille avec Continental pour proposer un robot quadrupède qui va venir livrer les colis chez vous. Et un autre exemple qui est intéressant, un petit peu plus intéressant même, c'est Ford qui a travaillé donc sur un robot qui est bipède. Et on va voir dans la démonstration que finalement ce robot c'est le résumé de toute la présentation. C'est-à-dire qu'il va être capable de se déplacer sur deux pattes, donc simulation de la marche. Il est capable d'analyser son environnement et d'éviter les obstacles. Et il est capable également donc de prendre des décisions et également capable de monter des marches pour livrer le colis jusque devant la porte et de rendre fou de joie la personne qui l'attend. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que la recherche, ça peut être aussi ça. Donc voilà, donc ça c'était aussi pour donner un petit peu de grain à moudre à tous ceux qui critiquent la robotique, c'est que la robotique, c'est aussi ça, et notamment pour faire l'écho au Sportec, c'est qu'une fois qu'on a gagné une partie, un match, on peut savourer le champagne grâce à une tronçonneuse autonome. Alors, en guise de conclusion, c'est la conclusion, mais ça peut faire office ça rentre totalement dans les signaux. C'est faire un petit point en transversal. Ce qu'on a vu cette année, c'est beaucoup le problème de l'attention des utilisateurs, de la confiance et de l'éthique. Donc là, c'est un exemple de chat qui a confiance. Seth Godin, qui est l'ancien responsable marketing de Yahoo, disait très récemment que les marques ont épuisé deux ressources essentielles à leur survie, l'attention des clients et leur confiance. Ça s'illustre par les chiffres des enseignes préférées, des magasins préférés des Français. Ça, c'est les chiffres de l'année dernière. Ceux de cette année sont sortis samedi dernier. Pour la première fois depuis une bonne dizaine d'années, les grandes marques de la tech, l'exemple d'Amazon, ont disparu du top 10.
Pendant 10 ans, Amazon était dans le top 3, top 5 vraiment quand ça se passait mal, des marques préférées. Et l'année dernière, en milieu d'année, elles ont disparu de ce classement. Et on a vu apparaître des marques plus éthiques comme Biocoop ou Grand Frais qui sont apparues dans ces classements. Ça se couple aussi, ce problème de confiance, avec les enquêtes qui sortent régulièrement sur l'acceptation de la science par les différentes populations. Notamment là, c'est un lien sur 45% des Américains disaient qu'ils avaient confiance en la science à condition que ça aille dans le sens de leurs croyances. En gros, si le scientifique leur prouve que la Terre est plate, là, ça leur va, sinon, c'est moyen. Donc ça nous montre qu'on voit apparaître de plus en plus deux modèles d'Internet, deux modèles de société, un modèle ouvert et un modèle beaucoup plus fermé. Et ça va s'illustrer avec les deux principaux réseaux sociaux. Facebook, avec son algorithme qui va être un algorithme totalement fermé, qui va vous amener des gens qui pensent à peu près comme vous, et contrairement à LinkedIn, qui a un algorithme qui va vous pousser à rencontrer des gens que vous ne connaissez pas et qui sont en dehors de vos cercles de pensée similaires aux vôtres. Face à ça, on voit également deux réactions dans les produits qui sont en train d'arriver. Le premier va consister à développer des outils qui vont permettre de raccrocher l'attention et la confiance des consommateurs qui sont en train de fuir ces produits, ces réseaux sociaux, ces plateformes. Et pour ça, forcément, il faut monter d'un niveau parce que ce qui existe a montré ses limites. Et donc, on voit apparaître des technos de psychologie cognitive, c'est un peu ce qu'on a vu dans le cadre de Fortnite, de neuromarketing, de nudge marketing ou de captologie. Je vous renvoie à l'excellent livre de Bruno Patino qui a travaillé sur ce sujet, de la confiance, de la façon dont la techno nous happe et avec des techniques, la captologie, c'est la technologie qui permet de mieux nous capter notre attention. Puisqu'il dit que notre mémoire est comme celle du poisson rouge et qu'on n'a que 8 minutes d'attention possible. Donc je vous renvoie à ce livre dont j'ai oublié le nom en tant que poisson rouge de base. Donc ça, c'est un premier secteur d'activité et il va continuer à se développer fortement, notamment parce que des nouvelles interfaces entre l'homme, nous et la machine sont en train d'apparaître au niveau des interfaces vocales, au niveau des interfaces de réalité augmentée, de reconnaissance faciale, d'interfaces neuronales. Donc là où on va pouvoir avoir des outils supplémentaires pour permettre de capter notre attention, de voir qu'est-ce qu'on veut. En cliquant là-dessus, vous avez un excellent article de la FING sur tout ce type d'interface. Donc voilà, on va avoir d'un côté des technologies qui vont pousser le contrôle, et face à ça, on va avoir, pardon, j'oubliais cette slide, ça c'est un exemple au niveau de la reconnaissance vocale. Sur les produits Amazon, par exemple, aujourd'hui, avec la simple voix d'une personne qu'Amazon ne connaît pas, elle est capable de définir le pays de la personne, ça c'est pas trop difficile, elle est capable de reconnaître la région d'où elle est avec son accent, si c'est un homme, si c'est une femme, son âge, ça c'est SP, uniquement en analysant sa voix. Donc ça, on a d'un côté un développement de technologies de contrôle et de l'autre côté, on va avoir un développement de technologies de confiance avec énormément d'apparitions de produits qui se basent et qui mettent en avant des valeurs éthiques. Il y en a franchement besoin parce que quand on a passé, on ne vous a pas tout mis, mais reprenons 2-3 exemples. On a parlé de robots, on a parlé de drones. Ça, c'est un robot et puis un drone russe. On se dit que ce n'est pas pour aller faire, c'est pas un char de carnaval ou de la Gay Pride. On a toutes les technos qui vont travailler sur la génomique. On peut se demander pourquoi. Par exemple, ça vous envoyez un coton avec votre salive, ça analyse votre génome et ça va vous donner votre compatibilité avec votre futur colocataire. Pourquoi? D'autant plus que derrière, que deviennent les informations génétiques qui ont été collectées sur vous?
On va avoir les bébés chinois génétiquement modifiés récemment. Alors l'image est non contractuelle ou alors il a été très très modifié génétiquement. Mais voilà, on est aussi sur ces possibilités aujourd'hui de la techno et de la science qui ont des gros impacts en termes éthiques. Donc du coup, pas mal d'acteurs se posent la question, ils sont en train de travailler sur l'éthique. Le dernier CES de Las Vegas avait un gros volet sur le sujet, éthique, résilience, qui abordait des sujets comme la donnée, la sécurité, la santé, l'environnement. Il y avait tout un tas de conférences au-delà des expos de start-up. On va avoir des grands noms de la techno qui travaillent sur le sujet. Tim Berners-Lee, le papa du web, qui est sur un projet, le projet Solid, qui vise à nous donner des silos numériques dans lesquels on va pouvoir placer nos données en définissant de la sécurité dans ces silos, en disant tout ce que je mets là-dedans, c'est hors de question que quiconque y touche. Là, je peux donner mon accord. Là, allez-y, c'est open bar, c'est pas très important. Mais on a également des États. Là, c'est la feuille de route sur les nanotechnologies de la Corée. Chaque petit point que vous ne devez pas pouvoir lire, mais ça aurait mérité de faire un chapitre dans ces signaux. Et on voit que vraiment, c'est en transverse des notions d'éthique, d'environnement qui sont totalement intégrées dans des sujets qui sont vraiment à la pointe de la recherche dans 10-20 ans. Et pour finir, on est reparti sur quelque chose qu'on avait présenté sur les débuts un peu de ces problématiques d'éthique. C'était le Moral Machine du MIT, qui se posait la question comment programmer les voitures autonomes en cas de problème. Soit je fonce dans le plot en béton et je tue tous les passagers, soit la voiture met un coup de volant et elle tue toutes les personnes qui traversent au passage clouté. Donc l'étude est terminée au bout de 2 ans. Il y a eu 200 millions de réponses, 2 millions de réponses, il y a eu 200 pays qui ont contribué. Il y a un lien vers un article qui en parle. C'est extrêmement intéressant parce que ça montre que l'éthique est quelque chose de totalement dépendant des pays. Par exemple, les pays asiatiques préfèrent tuer quelqu'un de jeune que quelqu'un de vieux. Les pays du Sud vont préférer tuer quelqu'un avec un embonpoint que quelqu'un de sportif. Les pays où le niveau économique est relativement bas vont préférer tuer un sans-abri que le PDG d'une entreprise. Donc il y a vraiment de l'éthique qui va dépendre du pays et se pose la question aux constructeurs automobiles, est-ce que je fais une éthique neutre ou est-ce que je dois m'adapter aux demandes et à la culture de chaque pays? Donc là, les questions sont loin d'être levées, mais en tous les cas, on voit que clairement, ce qu'on avait dit il y a 2 ans, maintenant est en train de se diffuser. Il y a vraiment 2 ponts dans le développement de la techno, un qui intègre l'éthique et l'autre qui va plutôt chercher à raccrocher les utilisateurs. Alors on arrive à la fin, comme chaque année, à la fin, il y a 2 camps, là aussi, qui nous disent « Waouh, c'est super euphorisant, toute cette techno géniale », et puis d'autres qui vont nous dire « Wow, c'est super anxiogène, c'est tellement gris ». Alors un petit proverbe indien, si vous trouvez que c'est très gris, qui nous dit « Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant ». Et pour conclure, l'informaticien Alan Kay nous rappelle que le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de l'inventer. Merci à vous.